On peut, si vous voulez, commencer avec la prière de refuge qui se trouve à la page 89. J'ai allumé, oui. Sangye chetan soke chaunam Chenshu Badu Dani Kyapsu Chi Daigi Chenying Gyepe Tsonam Ki Tola Penche Sangye Jopasho Sangye Chedan Toke Chonam La Chenshu Badu Dani Kyapsu Chi Daigi Jinsu Gyepe Tsonam Ki Dola Penche Sangye Jopasho. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Donc avec cela, nous prenons refuge et nous générons aussi la bodhicitta, c'est-à-dire la motivation de faire cette session pour le bien de tous. Et que notre activité donc devienne la cause pour atteindre l'éveil, afin d'être capable d'aider tous les êtres à atteindre aussi l'éveil. Justement, et à ce propos, récemment j'ai lu une citation qui m'avait inspirée, qui disait, je ne me rappelle plus exactement, mais qui disait les activités extensives pour faire un grand travail, autrement dit, il faut avoir la perspective du temps. C'est pas possible de tout faire comme ça tout de suite. C'est important de voir dans la durée. Et il y avait l'exemple, c'était le grand fleuve coule. Il coule lentement, mais il est long. Il va jusqu'à la mer. Alors que la vague est forte, mais elle s'écrase tout de suite. Elle va nulle part en fait. Et donc de la même façon, même si ça prend du temps, donc même si c'est pas rapide, même si on voit pas un résultat tout de suite, on n'a pas l'impression que ça aille vite. Donc il faut savoir prendre le temps et donc atteindre l'éveil ou la libération ou développer son esprit, changer l'esprit, développer des qualités, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est la Mayeshe qui disait, je crois, l'esprit c'est quelque chose d'organique. C'est pas on le coupe pas ou on appuie pas, il suffit pas d'appuyer sur un bouton, c'est pas quelque chose de mécanique, c'est quelque chose d'organique. Donc il y a des lois qui régissent les phénomènes de cause et d'effet, et donc sans doute si nous créons les causes, à un moment donné les effets se feront sentir, mais c'est pas forcément ça suit pas forcément notre volonté, nos plans, surtout au niveau du temps, de se voir tout de suite. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut, Alexis, je pense que c'est enregistré, donc il y a des règles. La règle, c'est de parler dans le micro, exact. Oui. Oui. Non, c'est en fait juste une citation. Le bonheur n'est pas le but, c'est le chemin. Comment ?
une citation que j'ai lue qui dit le bonheur n'est pas le but, c'est le chemin qui est le bonheur. Oui. Ah, d'accord. Oui. Comment? On aimerait bien arriver. Ben oui, mais on n'est pas arrivé encore. C'est pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant cette session? Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que je pensais peut-être faire une revue générale de la mort, l'état intermédiaire, la Renaissance? En bref. Mais si vous avez... Oui? Oui, allez-y. Sur ce qui a été dit ce matin, Ouais. La première chose, c'est que l'être de l'état intermédiaire, pour renaître, il a 3 conditions déjà. Alors, j'essaye de reprendre. Il y a 3 conditions donc, dès le départ. La prise de naissance, prendre naissance. Donc, pour qu'un être intermédiaire prenne naissance, il y a 3 conditions favorables qui doivent être réunies et 3 conditions défavorables qui doivent être absentes. Ça fait 6. Voilà. Alors, il y a une question qui m'a un petit peu taraudée. Oui. C'est dans la 3e, que le mâle et la femelle se désirent et s'unissent. Mais en cas de viol, qu'est-ce qui se passe? Parce que ils ne se désirent pas, là, c'est sûr. Enfin, du moins, il y en a un qui ne désire pas. Mais il n'y a pas que le viol. Non, mais enfin, forcément. Ça m'a quand même un peu interpellée. Oui. Oui, c'est vrai, mais bon. Alors, je sais pas. Après, on en a discuté légèrement en groupe, parce qu'on avait d'autres questions, bien sûr. Ouais. Et quelqu'un a répondu, c'est la motivation... j'ai pas très bien compris, en fait. J'ai pas compris. Si on peut m'expliquer, c'est... Oui. Quelqu'un a un avis là-dessus? Oui. Vous faites... Oui. On peut avoir le micro? Oui. Je ne sais pas, je me dis que peut-être le désir d'un seul des 2 partenaires suffit. C'est tout ce que... De toute façon, c'est sûr que même dans un cas de viol, il peut y avoir naissance. Ça, on a la preuve, oui. On a la preuve que dans un cas de viol, il peut aussi y avoir naissance. Donc, ce que dit Ngenga, c'est que le désir d'un peut suffire. De toute façon, c'est sûr que le karma de l'autre. Oui. Donc, dans ce cas, de toute façon, c'est sûr qu'il peut y avoir naissance par viol. De toute façon, c'est... Et puis, quant au karma, bon, c'est sûr que... Oui, puisque ça correspond au karma, oui. Ça correspond au karma de naître de certains parents, puisqu'on dit qu'il faut avoir le karma pour que l'être de l'état intermédiaire naisse de ces parents-là, et pour ces parents-là d'avoir tel être. Donc c'est aussi le karma, quelque part, on peut dire que tout est karma. Le karma de naître dans ces conditions. Et la deuxième, que le mangeur d'odeur, ou l'être intermédiaire, se tienne dans le voisinage et souhaite pénétrer. Ouais. Mais il est déjà dans le voisinage par rapport à sa condition enfin, il se déplace facilement. Il se déplace, mais il faut qu'il soit dans le voisinage. Donc, s'il souhaite pénétrer, c'est qu'il est... Non, s'il est dans le voisinage, c'est qu'il a déjà le souhait de pénétrer dans cette matrice-là ou... Pas forcément. Il peut être dans le voisinage et il faut les deux, en fait. Je pense. Ce qui est dit là, c'est qu'il soit dans le voisinage et qu'il souhaite pénétrer. Oui. D'accord. Merci. Donc, ouais. Mais c'est pas ça, c'est que c'est enregistré. Voilà, c'est en direct sur Internet et c'est pour ça que vous devez parler dans le micro parce que sinon les personnes sur Internet n'entendent pas. Ils ne peuvent pas suivre la discussion. C'est pour ça.
C'est pas juste pour nous ou pour la salle. Nicole, ça marche là? Oui, ça y est, je l'ai mis. C'est reprendre tous les histoires de stades de génération, d'accomplissement. Oui, ça c'est un peu compliqué. Ouais, c'est compliqué. Okay. Ouais. Donc, chemin de sagesse, enfin. Oui, ça en fait, ça viendra demain aussi. Mais bon, je vous propose de reprendre un peu tout, et puis à la fin, on peut parler de ça, hein. Le stade d'accomplissement et de génération. Ou on peut parler juste de ça. Oui. Oui, allez-y. Oui, j'ai une question. Ouais. Je voudrais savoir si un être du bardo a des souhaits au niveau de sa renaissance. Ben, je pense, oui, que c'est possible. Que l'être du bardo ait des souhaits. Et que aussi, on puisse transférer, en fait, dans le bardo, les souhaits d'une bonne renaissance, les souhaits d'atteindre l'éveil, etc., de garder la bodhicitta. Hein? Oui, je veux dire, est-ce qu'il a des souhaits dont il a pleinement conscience? Ben, apparemment, puisque Geshe-la disait aujourd'hui, hein, l'être dans l'état intermédiaire a toutes ses facultés. Et on dit aussi, par exemple, si vous voyez dans le Bardo Todol, Bardo Todol, qui est ce texte qu'on lit pour donner des instructions aux êtres dans l'état intermédiaire, hein, on leur rappelle en fait leur pratique, on leur rappelle l'esprit d'éveil, on leur rappelle l'état de Bouddha, le sentier du Bodhisattva, etc., où se diriger. Donc ils ont toutes leurs facultés, apparemment. Et alors quelqu'un qui n'était pas forcément dans le Dharma, j'ai envie de dire comment fait-il? C'est difficile. Il est porté par son karma. Tout le monde est porté par son karma. Mais quelqu'un qui n'a pas... ce qui ressurgit au niveau de l'état intermédiaire, ça va être aussi ce dont on est habitué. Ce à quoi on est habitué. Donc si quelqu'un n'a pas pratiqué pendant sa vie, c'est difficile que ça vienne pendant l'état intermédiaire. Je pense. Donc il subit. Il ne peut pas choisir, il ne peut pas avoir l'idée de renaissance, il peut pas. Non. Mais même pour nous, de toute façon, même les personnes qui pratiquent le dharma, il faut s'être bien imprégné quand même. Hein. Même pour suivre par exemple, suivre le processus de la renaissance, le processus de la mort, par exemple, tous les signes, reconnaître la claire lumière. Apparemment, il faut déjà être à un certain niveau pour pouvoir faire ça au moment de la mort. C'est-à-dire il faut s'être bien entraîné, il faut déjà avoir une idée de ces choses-là, il faut déjà avoir une idée de la vacuité, reconnaître la vacuité pour la reconnaître au moment de la mort. Donc c'est des choses, il faut pas que ce soit quelque chose juste superficiel de connaissance, je suppose. Il faut qu'on cultive, c'est le chemin pendant la vie. Et cultiver le chemin, ça veut dire que ça fasse partie de notre esprit comme une seconde nature. Et de cette façon-là, ce sont des choses qui vont surgir plus naturellement. Merci. Ouais. C'est-à-dire pas juste... c'est ça, pratiquer la voie, c'est la faire... l'intégrer au niveau de l'esprit et pas juste avoir une connaissance juste intellectuelle. Oui, j'ai répondu à votre question. Ouais. Vous avez d'autres questions? J'ai pas oublié ta question, Nicole. Oui. Ma question, c'était en fait, j'ai essayé de prolonger ma réflexion par rapport à ce que Geshe Loden avait dit la semaine précédente, enfin au dernier PEBA, que les êtres dans l'état intermédiaire, ils peuvent errer 7 fois 7 jours. Oui. Et j'avais posé la question, comment ça se fait, puisque de toute façon on se réincarne, comment ça se fait qu'on puisse errer comme ça 7 fois 7 jours, que ça puisse arriver. Et il avait répondu que c'était une question de puissance karmique, qu'on allait rencontrer un premier couple, que ça n'allait pas marcher, qu'on allait en rencontrer un second, et ainsi de suite, en fonction donc d'un schéma de puissance dégradée. Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais. Alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est puisque le karma est puissant, qu'il est impossible d'aller à l'encontre, comment ça se fait que ça ne se fasse pas? Je ne comprends pas, par exemple, le premier couple, quand l'être dans le bardo arrive dans la situation d'un premier couple comme ça, où il y a une puissance karmique qui le pousse vers ce couple, comment ça se fait que ça ne marche pas avec ce... Alors même que la puissance karmique l'a porté là. On dit là, au niveau de la naissance, il y a des conditions. Prendre naissance, il y a des conditions. Il faut que les conditions soient réunies. 7 fois une semaine, pardon. 7 semaines, c'est le maximum. Mais il me semble bien, là je trouve plus, parce que Geshe-la avait répondu à cette question la dernière fois, il me semble qu'il avait dit, quand même, la plupart du temps, ça se fait avant. Vers la 3 ou 4e semaine, il me semble qu'il a parlé de ça Geshe-la la dernière fois. D'accord, mais à la limite, mon problème n'est même pas une question de nombre de semaines. Le problème, c'est pourquoi j'ai bien entendu ce matin, Geshe-la a dit que il fallait donc les causes et les conditions du côté de l'être de l'état intermédiaire et du côté des parents du couple, et qu'il fallait que la femme, elle soit ceci, elle soit cela, qu'elle soit pas ceci, que le couple n'ait pas accumulé de karma, qui ne puisse pas recevoir cet être-là. Mais pourquoi cet être-là arrive là à ce moment-là? Si tu veux, je ne comprends pas. J'ai l'impression que l'être de l'état intermédiaire, quand il arrive devant un couple, c'est parce que c'est impossible de faire autrement, ni pour lui, ni pour les parents. Alors, que le mangeur d'odeur soit libre du défaut qui consisterait à ne pas avoir accumulé une action pour naître en tant que l'enfant de ce mâle et de cette femelle. Donc, il faut qu'il ait accumulé ce karma, autrement dit, et que même soit libre de la faute de ne pas avoir accumulé une action pour devenir son père ou sa mère. Donc, qu'ils aient ce karma. Donc, ils aient ce karma pour être... De toute façon, l'éventail des possibilités est immense. C'est difficile de tout expliquer. Ça, c'est un schéma qui est donné. Après, on dit, en fait, la réalité, elle peut être aussi un peu différente. Ça, c'est un peu des critères qui sont donnés. Donc, en général, il faut avoir le karma. Bon, quelquefois, c'est possible que... C'est comme quand on est en vie, de toute façon. On ne trouve pas forcément toujours ce qu'on cherche. C'est pas vrai? On cherche du travail, on cherche des amis, on cherche une maison. Et quelque part, c'est possible qu'on ait accumulé le karma pour avoir ces choses-là, mais il est obscurci. Les conditions, il y a le karma et les conditions autour, normalement, pour qu'une chose se réalise. Et donc, ça suffit pas. On a un karma pour tout. On a toutes sortes de karma, positifs et négatifs. Mais tout ne mûrit pas comme ça tout de suite. Le karma, c'est pas parce qu'on a un karma qui va mûrir tout de suite. Il faut beaucoup de conditions. Et là, je pense que c'est pareil. Donc, il faut le karma, c'est une des conditions. Mais ça veut pas dire que le karma, il va mûrir la toque tout de suite. Donc, il y a ce modèle qui dit que ça peut prendre jusqu'à 7 semaines. Mais il me semble, là, je le trouve plus. Mais je pense que Geshe-la avait l'air de dire qu'en général, on dit que, je ne sais pas si c'est au bout de la 3e ou 4e semaine, on considère que la naissance s'est produite. Mais ça peut durer jusqu'à 7 semaines. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'être dans l'état intermédiaire, il change de corps tous les 7 jours, c'est ça? Oui. Oui. Tous les 7 jours, on parle d'une petite mort. Alors, si on suit un peu depuis le début, juste pour récapituler, il change de corps et apparemment, puisqu'on dit qu'il prend le corps de sa nouvelle renaissance, il doit reprendre la même forme. Mais il y avait une question aussi là-dessus. Est-ce que ça peut changer ou pas pendant l'état intermédiaire? Donc c'est une question, je ne sais plus qu'est-ce qu'on a dit. Ils sont pas tous d'accord, voilà. Donc il y a des débats. Mais bon, on dit quand même que si quelqu'un est dans l'état intermédiaire et qu'on fait des prières pour cette personne, on dit qu'on peut changer sa destination. Donc ça c'est bien, comme dit Ngenga. Donc tout est possible apparemment. Donc si on dit que, voilà, par l'accumulation de mérite,
dédié pour cette personne dans le bardo, on peut altérer sa destination. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité de changement. Donc ça, on a vu dès le départ, on a vu en fait le tantra de l'incomparable yoga, qui est le Mahanuttara Yoga Tantra parmi les 4 tasses de tantra, a pour but de stopper la mort, la renaissance et l'état intermédiaire. Et elle est transformée en la bouddhéité. Et donc ces yogas, qui sont les yogas, donc les 2 stades, le stade de génération et le stade d'accomplissement, sont des yogas qui sont modelés sur les processus de la mort, de l'état intermédiaire et de la renaissance. Ce qui veut dire, en fait, ce processus est utilisé dans la méditation. Donc, par exemple, lorsqu'on va transformer la mort, on va utiliser une simulation de la mort. C'est comme si on médite en fait on médite sur ces dissolutions qui se produisent au moment de la mort. Donc c'est une simulation, c'est comme on imite ce processus. Et c'est pour cela qu'il est important pour les adeptes de connaître le processus de la mort, ses étapes et les raisons physiologiques sous-jacentes. Donc ici, quand on parle de physiologie, on parle en fait de la théorie qui existe des airs ou du corps subtil, qui est fait de canaux dans lequel circulent des vents ou airs ou souffles, et qu'on appelle aussi courant d'énergie. Et donc ces airs sont fondements de différents niveaux de conscience, et apparemment ces airs sont aussi les fondements des éléments, puisqu'il y a un élément, il y a un air qui est la base pour l'élémentaire. Il y a un air qui sert de base pour l'élément eau, un air qui sert de base pour l'élément feu aussi, et un air qui sert de base pour la conscience. Et donc, lorsque ces airs s'effondrent, qui servent de base de conscience, tous ces événements se produisent. Alors, on dit que la mort commence lorsque ces souffles qui sont associés aux 4 éléments se dissolvent. Donc il y a un souffle qui est associé à la terre, à l'eau, au feu et à l'air. Donc la terre, ces éléments, ce n'est pas les éléments grossiers, ce sont plutôt des principes. On dit que la terre, c'est les aspects solides du corps. L'eau, c'est la cohésion. Donc le feu sert à la digestion et aussi à la chaleur. Et donc l'air, c'est la mobilité qui régit donc les changements dans le corps. Donc c'est donc la dissolution de l'air. Donc la dissolution des souffles se produit, c'est ça qui se produit au moment de la mort. D'abord, c'est le souffle qui soutient la terre, l'élément terre. C'est ce souffle-là qui se dissout. Ce qui veut dire la dissolution de l'air qui est associé à la terre signifie que cet air, ce vent, n'est plus capable de servir de base ou de monture à la conscience. Et donc, la faculté du souffle liée à l'eau, les aspects fluides du corps, d'agir comme monture de la conscience devient plus évident. Donc, le souffle lié à l'eau devient plus fort parce que le souffle lié à la terre s'est dissous. Et c'est pour cela qu'on dit que l'eau se dissout dans l'eau. Mais en fait, ça veut dire la cessation de l'aptitude d'un élément et sa plus grande manifestation dans un autre est appelée dissolution. Donc, c'est pas que la terre s'absorbe dans l'eau, c'est que le vent qui soutient la terre, comme il ne fonctionne plus, en fait, c'est le vent qui soutient l'eau qui devient prédominant. Et donc, à chaque élément sont associés d'autres facteurs. Par exemple, à l'élément terre,
Donc, à chaque élément, la terre, l'eau, le feu, l'air, sont associés un agrégat, une sagesse, un des sens, la vision, l'audition, l'olfaction, on dit. L'olfaction, ça fait rien. Le goût et le toucher. Et donc, donc à chaque élément, ces 4 éléments sont, à chaque élément de terre, feu, eau et air, 4 éléments sont associés. Donc, quand l'élément terre se dissout, les autres éléments se dissolvent aussi. Et donc, de cette façon, on explique les 4 premières dissolutions, avec la dissolution de la terre et les 4 éléments qui lui sont joints, l'eau et les 4 éléments, donc un agrégat, une sagesse, un sens, le sens de l'audition et les objets internes. Et donc le 3e, c'est l'élément feu qui se dissout, l'élément air. Donc ça, c'est 4 premières dissolutions. Et les 4 dernières dissolutions, c'est tout la dissolution de la conscience. C'est ça qui reste. Après la terre, l'eau, le feu, l'air. Et donc la conscience se dissout en 4 étapes. Donc ça, c'est un peu complexe, je trouve. Les vents sont à la base de tout, en fait. Le sens de qu'est-ce que c'est air. La signification de air ou vent ou souffle. C'est très vaste, le sens de ce que c'est. Donc ici, il est dit, le terme air est utilisé dans la théorie médicale bouddhiste. C'est à la page 16 de la préface. Donc on parle des 3 humeurs de base dans la médecine tibétaine. L'air, la bile et la lymphe. Et quand ils sont en équilibre, ils font que les fonctions d'un corps sain sont en place. Si ces 3 sont en état de déséquilibre, c'est là que la maladie se produit. Et il est dit que l'air est le plus important, que l'air dirige les 2 autres. Et donc en fait, l'air, c'est à la fois l'air que l'on respire, l'air qui est dans l'atmosphère. Donc la signification de air va de l'atmosphère respirée au souffle subtil ou courant d'énergie qui exécutent les fonctions corporelles et servent de monture ou de base aux états de conscience. Donc l'air, le souffle ou les courants d'énergie, ça sert de monture aux états de conscience, mais ça soutient aussi, il y a des airs qui sont soutenus, qui sont associés à chacun des éléments. Et donc ces airs ont l'air vraiment primordiaux dans la physiologie, on pourrait dire, du corps subtil. Et donc tout vient de là quand ces airs se dissolvent et sont réunis dans les canaux centraux et ensuite dans le canal, dans ce qui se passe dans les canaux latéraux au moment de la mort. Tous ces airs donc sont réunis. Donc plus rien ne fonctionne. Toutes les consciences sensorielles et mentales aussi grossières cessent de fonctionner. Et ce qui reste, c'est une conscience subtile. Donc ces airs se rassemblent dans les canaux latéraux et ensuite dans le canal central. Et lorsque ces canaux latéraux se vident, parce qu'on dit que les canaux latéraux, ils font en fait 3 nœuds, ils font des nœuds autour du canal central. Différents 3 nœuds chacun au niveau du cœur, mais il y a différents types de nœuds, je crois, à différents chakras, ce qu'on appelle ici les roues. Et donc, comme ce canal central, il est tout étranglé, rien ne passe dans le canal central. Et au moment du processus de la mort, lorsque les vents quittent les canaux latéraux et vont dans le canal central, en fait, ceci par cela même, en fait, ces nœuds qui étranglent le canal central, disons, se relâchent, parce que les canaux latéraux se vident, et donc les vents entrent dans le canal central. Et c'est ça qui fait s'élever en fait la conscience, le niveau très subtil de la conscience ou de l'esprit. Donc on a ces 3 niveaux, la conscience grossière, la conscience très subtile, c'est simplement cette conscience de clair-lumière, c'est ça la conscience très subtile, et la conscience subtile, c'est les apparences en fait, l'apparence blanche,
l'apparence d'accroissement rouge et l'approche obtention noire. Ces trois apparences, c'est ça l'esprit subtil. Le très subtil, c'est l'esprit de claire lumière. Et les vents qui servent de base aussi à ces consciences sont respectivement aussi les vents subtils et très subtils. Et donc, je ne sais pas si vous avez participé à c'était aujourd'hui dans cette question dans les groupes de discussion sur l'anéantissement, la sensation d'anéantissement de l'être au moment de la mort. Il est dû à ça aussi, au fait que toutes ces consciences sur lesquelles on fonctionne d'habitude, elles disparaissent. Toutes ces consciences grossières, donc les consciences donc sensorielles. Parce que de quoi est faite notre expérience finalement? De ce que l'on voit, de ce que l'on sent, de ce que l'on entend, de ce que l'on touche et goûte, et aussi la conscience mentale mais grossière. Donc toute notre expérience, en fait, elle s'effondre. Et comme nous nous identifions à cette expérience d'habitude, à l'état ordinaire, normalement, tant qu'on est en vie. Donc finalement, on a l'impression qu'on disparaît complètement. Mais, donc d'où c'est comme si finalement, tout change, tout s'arrête. Enfin, voilà, il n'y a plus rien. Mais c'est pas qu'il n'y a plus rien parce qu'il y a toujours la conscience. La conscience est toujours là. Mais toutes nos expériences de la vie, en fait, s'effondrent. C'est comme tout d'un coup... on perd pied complètement. Donc si on n'a pas l'habitude de ces niveaux plus profonds, un peu de l'être, de l'être. Qu'est-ce que c'est l'être, mais de la conscience en fait, de nous en fait, de la conscience. Donc tout ne disparaît pas parce que la conscience continue sous un aspect plus subtil, et c'est cet aspect plus subtil donc qui continue au-delà de la mort. Comment? Et le corps, oui, bien sûr. Le corps, oui, bien sûr. Le corps disparaît parce que en fait, le corps, toutes ces consciences grossières, en fait, elles s'appuient sur le corps. Elles fonctionnent grâce aux organes, au système nerveux, aux organes des sens et au système nerveux, au cerveau, etc. Donc tout ça, ça fonctionne parce que c'est lié au corps. Mais quand ça s'arrête, donc il y a une conscience subtile en fait qui quitte le corps. Donc on abandonne aussi le corps, oui. Donc vous avez participé aux discussions cet après-midi? Qu'est-ce qu'il y a à discuter? Juste pour avoir une idée. Et donc il y avait aussi donc je pense que vous n'avez pas eu de mal à voir combien de fois il y avait la dissolution. C'était pas trop difficile. 4 fois. Ah bon. Combien de fois donc ça dépend. Aller-retour. Combien de fois le processus des 8 signes de l'apparence du mirage jusqu'à la claire lumière apparaît dans cet ordre et dans l'ordre inverse. Donc un aller-retour au moment de la mort. Lorsqu'on meurt, donc il y a les 8 signes qui se produisent du mirage à la claire lumière. Et ensuite dans le sens inverse pour rentrer dans l'état intermédiaire. Donc, quand est-ce que la mort se produit? À la claire lumière. À la claire lumière, c'est le moment de la mort. C'est la mort véritable, c'est lorsque la claire lumière apparaît. Et quand est-ce que l'état intermédiaire apparaît, commence? À l'approche obtention. Au début de l'approche obtention du processus renversé. Je parle par-dessus vous parce que comme ça c'est enregistré. Parce que donc, au retour, après la claire lumière, donc il y a le processus en sens inverse. Donc, de la claire lumière à l'apparence noire. Donc, dès que l'apparence noire se produit, c'est le début de l'état intermédiaire. On dit que l'état intermédiaire est établi, on dit. Donc, c'est le premier moment. Est-ce que l'être est déjà là? Est-ce que l'être de l'état intermédiaire est déjà là?
Est-ce qu'il est déjà là? Exactement. Ça se fait simultanément. C'est ce qui est dit dans l'état intermédiaire. La naissance dans l'état intermédiaire, si on veut, est simultanée. Donc, il y a les 8 en sens inverse, ça fait déjà une fois. Ensuite, on parle de petite mort pendant l'état intermédiaire. Donc, pendant l'état intermédiaire, au bout d'une semaine, évidemment, la naissance peut se produire n'importe quand pendant cette semaine. Si la personne, si l'être de l'état intermédiaire trouve un endroit de renaissance, une mère et un père, donc il va renaître n'importe quand. Mais s'il n'a pas retrouvé de naissance, il va, au bout d'une semaine, on dit qu'il y a une petite mort. Alors, est-ce que là, il y a aussi les dissolutions? Oui. Donc, voilà, plus rapide. Donc, c'est pas la même chose que pendant la mort, mais il y a de nouveau une dissolution du mirage jusqu'à la claire-lumière et de nouveau, donc, une renaissance, on peut dire, dans l'état intermédiaire, qui est donc de la claire-lumière jusqu'au mirage. Est-ce que c'est une renaissance? C'est une petite naissance. Alors, il y a une petite mort et une petite naissance. Ouais. Donc, il est dit ici, quel que soit le nombre, on appelle ça petite mort, quel que soit le nombre de petites morts ayant lieu avec le support vital d'un être intermédiaire, elles sont incluses dans l'état intermédiaire et non dans l'état de mort. Donc, tout ça, ça fait partie. Voilà, c'est pas l'état de mort. Quand on parle de l'état de mort, c'est avant l'état intermédiaire. Et quand on parle de l'état de naissance, c'est après l'état intermédiaire. Tout ce qui se passe pendant l'état intermédiaire, c'est pas la mort ni la naissance. Ça fait partie de l'état intermédiaire. Mais on appelle ça petite mort, petite naissance, si vous voulez. Donc, on se retrouve de nouveau dans l'état intermédiaire. Donc, combien de fois il y aura ce processus de dissolution dans un sens et en ordre inverse va dépendre. Dans l'état intermédiaire, ça va dépendre de combien de fois, combien de semaines la personne reste. Oui. Poussée karmique, qu'est-ce que tu appelles? Ah oui, le micro, pardon. Oui, ce que je disais, c'est que pour qu'il y ait poussée karmique, c'est quoi poussée karmique? Il faut qu'il y ait mort. À savoir, poussée karmique, c'est-à-dire que il y a eu la mort, l'être de l'état intermédiaire, et poussé par le karma, il va aller trouver donc une famille de renaissance. Ça marche pas. Quelles que soient les causes, les conditions, ça ne marche pas. Il faut qu'il repasse par un processus de mort pour pouvoir de nouveau être poussé karmiquement. Non. Mais là, si tu veux... Non. L'être de l'état intermédiaire après une semaine, s'il n'a pas pris renaissance, automatiquement, il y a ce processus un peu de mort et de naissance à l'intérieur de l'état intermédiaire qui se produit. Maintenant, s'il trouve un lieu de renaissance, c'est ce qu'on appelle la naissance. Et c'est ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc ça, c'est la naissance. S'il trouve... Oui, je ne comprends pas ta question. Oui, voilà, ce que je veux dire, c'est que pourquoi faudrait-il passer par une petite mort si le fait de rester dans l'état intermédiaire et de chercher suffisait? Être dans l'état intermédiaire ne suffit pas pour renaître. Non. Il faut passer par ce processus à chaque fois. Autrement, on ne peut pas... C'est ce que j'essaie de comprendre, quoi. Tu veux le micro Ouais, tu étais. Oui. Moi, j'avais une autre question qui me traversait l'esprit à ce sujet-là, et peut-être ça se rejoint. J'avais envie de demander tout simplement pourquoi est-ce que, au bout d'une semaine, il faut qu'il y ait cette petite mort et cette petite naissance. Pourquoi est-ce que, en fait, c'est un petit peu ça se rejoint, j'ai l'impression. Ouais. Oui, voilà.
À quel besoin ça répond? Pour qu'il y ait le karma, il faut qu'il y ait mort. Mais de toute façon, une fois qu'il y a le karma, et qu'il y a naissance, cet être intermédiaire, la conscience de l'être intermédiaire, de toute façon, il va mourir. Il va y avoir de nouveau la dissolution jusqu'à la claire lumière. Et dans la matrice, il pénètre les substances. En fait, l'être d'état intermédiaire pénètre les substances. Et à ce moment-là, il y a de nouveau mort de l'état intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a toutes les visions, il y a toutes jusqu'à la claire lumière et le processus inverse. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la naissance. Mais entre-temps, il est dit qu'au bout de 8 jours, s'il n'a pas trouvé naissance, il y a cette petite mort qui se produit. Alors pourquoi? Ça, je ne sais pas. Ça sert à quoi? Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Il est dit que c'est comme ça que ça se passe. Alors, est-ce qu'il y a une question? On peut poser la question à Geshe-la demain. Est-ce qu'il y a une fonction à cette mort? Est-ce qu'il y a une raison? Oui, on peut demander à Geshe-la. Il y a sûrement une raison. Mais ça veut dire que sa durée de vie n'est pas plus qu'une semaine. Mais excusez-moi 2 minutes. Je vois pas d'autre raison. On dit que automatiquement ça se passe comme ça. Ça veut dire que sa durée de vie est d'1 semaine. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Oui, Elena, tu prends le micro s'il te plaît. Ouais. Va... Je voulais parler tout de suite. Si je ne me trompe pas... C'est pas allumé. Si c'est fait, voilà. C'est bon. Oui, ça marche. Si je ne me trompe pas, Geshe-la a dit que pour le pratiquant, ce processus de petite mort et petite renaissance est très important pour pouvoir continuer à purifier le corps illusoire impur jusqu'à arriver au corps illusoire pur. C'est-à-dire on s'en sert pour pouvoir, en tant que pratiquant, dans cet état intermédiaire, continuer à pratiquer effectivement le 9 mélanges, enfin pratiquer pour purifier, parce que quand même, de la claire lumière, après, on réalise le corps illusoire impur et le corps illusoire pur. Oui, mais pratiquer, tu dis pour continuer à pratiquer... Pour le pratiquant, ça permet de purifier encore de manière plus subtile, donc plus profonde, les corps illusoires impurs jusqu'à arriver au corps illusoire. Oui, ça, je ne me souviens pas de ce que Geshe-la a dit sur ce sujet. Mais je pense que d'accord. Ok. Je pense que quand on a le corps illusoire, mais bon, on en viendra à la fin, si on y arrive. Parce que quand en fait quand on a réalisé le corps illusoire, en fait l'état intermédiaire est purifié. Il est purifié. Quand on a atteint le corps illusoire, l'état intermédiaire est purifié. Donc, est-ce qu'il y a une relation avec cette petite mort? Il y a le pur et l'impur. Ouais. Tu as relevé ça, toi, dans ce que Geshe-la a dit? Non, tu ne te souviens pas. Ouais. Ça m'a l'air de... Bon, ça peut-être... ça prend du sens tu veux mettre... Ça marche, ouais. C'est peut-être une question à poser demain. Ok. On essaiera de la poser demain. Est-ce que... Qui c'est qui va la mettre par écrit? Tu veux... Non, on peut poser la question. Tu peux la mettre et puis on peut regarder ensemble si tu veux, pour mettre la question. Parce que je ne me souviens pas vraiment. Ok. Donc, au moment de la naissance, donc il y a la question, il y a les deux questions. Il y a une question. Oui, moi je ne sais pas si cette petite mort elle est liée, mais bon. Ou alors il faudrait réécouter. Vas-y, ouais. T'as pris des notes. Je relis mes notes de l'autre samedi avec Geshe Loden, où j'ai écrit que reconnaître la claire lumière de la mort comme étant de la nature de la vacuité, ça permet le développement de la sagesse et de la félicité indissociée et empêche la production d'un corps de bardo. Oui. Et entraîne l'apparition, j'imagine à la place,
d'un corps illusoire, d'abord impur, puis pur. Oui, oui, exactement. Le corps illusoire est ce qui purifie l'état intermédiaire. Hein. C'est impur, mais quand même, ouais. Quand c'est impur. Il faut voir, faudra demander. Ça voudrait peut-être dire qu'on ne peut pas avoir un corps de bardo et un corps illusoire. C'est l'un ou l'autre. Oui, parce qu'en fait, il est... Oui, en fait, je l'avais souligné, on dit, tu vois, on dit que lorsqu'on a réalisé la claire lumière métaphorique, c'est-à-dire la claire lumière de l'exemple, qui n'est pas la claire lumière réelle, mais déjà de l'exemple qui veut dire, je pense, pas direct, c'est du chemin. La claire lumière du chemin, je pense qu'il y a les deux. Hein. Il y a la claire lumière métaphorique et l'autre, c'est la claire lumière directe. Je sais pas comment. Du sens, voilà, du sens. Donc du sens, ça veut dire la vacuité directement. Métaphorique, ça veut dire par un exemple, tu vois. Donc lorsque la claire lumière métaphorique sert de cause directe d'un corps illusoire. Grâce au pouvoir de la claire lumière, on stoppe la mort et l'intermédiaire, aussi bien que la naissance, cesse naturellement. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on a la claire lumière et que le corps illusoire est obtenu à partir de la claire lumière métaphorique, il est mis fin définitivement à l'état intermédiaire parce que le vent très subtil qui aurait dû s'élever comme le corps d'un être intermédiaire s'est transformé en un corps illusoire. C'est-à-dire lorsqu'on transforme la claire lumière en chemin, la claire lumière de la mort. Ici, je ne sais pas si vous avez vu, mais Geshe Tengyé a parlé un petit peu différemment de Geshe Loden, de la claire lumière, en disant que c'était quelque chose d'ordinaire, qu'il fallait le transformer sur le chemin, en méditation sur la vacuité. Donc, lorsqu'on transforme cette claire lumière en claire lumière métaphorique, c'est-à-dire en réalisation de la vacuité, à ce moment-là, l'état intermédiaire est purifié. Parce que de cet état de claire lumière métaphorique, le vent très subtil qui sert en fait, à partir de la claire lumière, ce vent très subtil qui sert à former, qui est la cause du corps de l'être de l'état intermédiaire, il devient la cause du corps illusoire. Par la pratique du chemin. Donc ça, c'est l'étape, Nicole. Oui, c'est le stade, c'est ça le stade d'accomplissement. Tu vois, l'étape d'accomplissement, c'est la pratique réelle en fait, quand les choses sont accomplies. Et le stade de génération, le premier, c'est tout ce qu'on fait par l'imagination, par la visualisation. Donc pour s'exercer, oui, pour se préparer, c'est un peu le préliminaire au stade d'accomplissement. Donc on médite sur la vacuité, de la vacuité, on génère cet esprit de vacuité dans une déité. Toutes les sadhanas de toute façon, toutes les sadhanas, que ce soit Yamantaka ou Vajrayogini, toutes les sadhanas, quand on fait les longues sadhanas, il y a ce processus de transformer la mort, l'état intermédiaire et la renaissance dans les trois corps. Et ça, c'est fait. Donc, la sadhana, c'est ça, en fait. Ça, c'est la méthode. Comment visualiser, comment méditer sur ça. Donc, quand on fait ça par la visualisation, par l'imagination, c'est le stade de génération. Et par la suite, le stade d'accomplissement, c'est quand on fait ça, mais réellement. On le fait en vrai. Et ce stade d'accomplissement, obligatoirement, met en cause donc le corps subtil et l'esprit subtil. Parce que dans ce stade d'accomplissement, c'est là qu'en fait, on fait rentrer les vents dans le canal central par la méditation, par le yoga, en prenant un chemin, un yoga donc qui est similaire en aspect au processus de la mort, bon, pour réaliser la vacuité avec un esprit très subtil.
Donc, toutes les méthodes, c'est vite dit, hein, quand on dit ça comme ça. Quand on dit ça comme ça. Tout de suite. Voilà. Mais donc, pour faire tout ça, évidemment, comme on l'a dit déjà, il faut avoir comme base les 3 principaux aspects de la voix. Donc, il faut avoir une idée, si possible avoir renoncé, mais au moins avoir une bonne idée du renoncement, de la bodhicitta, de la vacuité, et aussi avoir reçu les initiations et tenir les engagements qui sont liés aux initiations. Recevoir les commentaires, etc. Et ne pas fumer, d'accord. Ne pas fumer pour avoir les canaux propres. D'accord. Donc, quand on parle à la naissance, donc, pour avoir naissance, cet être de l'état intermédiaire, il va mourir. Hein. C'est ce qui est dit, page 68. Qu'est-ce qui est la cause immédiate, hein, la cause proche de la mort de l'état intermédiaire, de l'être de l'état intermédiaire? Qu'est-ce que c'est? Les gouttes qui se reforment. Qu'est-ce que tu dis? Hein? C'est quoi? C'est écrit dans le livre. C'est le désir et la haine. Hein? Le désir pour le parent de sexe opposé et la haine, l'aversion pour l'autre parent. C'est ça, en fait, hein, qui provoque la mort de l'être de l'état intermédiaire. Et à ce moment-là, il pénètre dans la matrice. Et ce qui fait, en fait, la jonction, hein, ça c'est un terme en tibétain, il y a un terme spécial qui dit Ninsamjar, qui veut dire en fait coller ou joindre les limites. Qu'est-ce qui fait la jonction, hein, de l'état intermédiaire à la mort? Ou la liaison. Ici c'est traduit la liaison, c'est mieux d'ailleurs. Hein. Donc il est dit qu'au moment de la mort de cet être intermédiaire, alors qu'il pénètre dans les substances des parents, tous les signes depuis le mirage jusqu'à la claire lumière se déroulent. Et au centre du mélange de semences et de sang, une continuation d'un type similaire à la claire lumière fait la liaison avec la nouvelle vie. Donc c'est la continuation de cette conscience de claire lumière, la continuation similaire, donc, qui rentre, qui fait la jonction, la liaison avec la nouvelle vie. La prise de renaissance, l'établissement de la proche obtention, c'est-à-dire la vision d'obscurité, dans le processus inversé sont simultanés. Donc la naissance, ce qu'on appelle le premier moment de la conscience de proche obtention, c'est-à-dire le premier moment du processus inversé, c'est-à-dire de l'apparence d'obscurité, l'apparence noire, le premier moment est la base utilisée pour désigner la convention verbale état de naissance. Donc l'état de naissance, c'est ça qu'on appelle l'état de naissance, lorsque ce processus commence à se renverser. Donc la prise de naissance et l'établissement de la proche obtention sont simultanés. La continuation, je répète, la continuation d'un type similaire à la claire lumière fait la liaison avec la nouvelle vie. C'est-à-dire la continuation, c'est cette conscience, la conscience de claire lumière, en continuant, c'est elle qui fait la liaison à la nouvelle vie. Donc quand on dit qu'est-ce qui passe d'une vie à l'autre, qu'est-ce que c'est la base pour la personne, dans le tantra, c'est ça, c'est l'esprit très subtil. Maintenant, après, il y a dans les sutras, au niveau des sutras, avec les 5 écoles philosophiques, il y a des réponses différentes à cette question. Mais dans le tantra, au moins à ce niveau de tantra, c'est ça qui fait la liaison. Voilà. Oui. Alors, si je reprends donc ce qu'on vient de dire à la page 69. Donc l'être de l'état intermédiaire, le processus de la mort de l'être de l'état intermédiaire, de sa dernière vie en tant qu'état intermédiaire,
ce processus de la mort, il s'effectue alors que la conscience, elle est déjà rentrée dans la matrice. Oui, on dirait, oui. Alors ça m'a fait penser à une question que je me posais quand, par rapport à ce que Sainte Dalai Lama dit dans le dernier livre là qui est sorti, La foi fondée sur la raison, où il a l'air de faire une distinction entre l'ovule fécondé et la conception, entre le moment de la fécondation de l'ovule et la conception. Il dit que ce n'est pas la même chose. Ça m'a vraiment intriguée quand j'ai lu ça. Et je me demande là si je n'ai pas une réponse à cette question ici, mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne réponse. Oui, c'est quoi ta réponse alors ? Eh bien, l'ovule est fécondé au moment où l'être de l'état intermédiaire pénètre dans la matrice, mais la conception, elle se passerait au moment de ce qu'on appelle l'état de naissance, c'est-à-dire une fois que l'être de l'état intermédiaire aurait fini son processus de la mort. Moi, j'interpréterais ça différemment. Moi, je dirais, mais je ne sais pas, je dirais que l'ovule fécondé, c'est au point de vue physique, si tu veux, des deux substances qui se rencontrent, et ça, c'est la fécondation. Et la conception, c'est quand c'est du côté de la conscience qui rentre, tu vois, dans le mélange. Mais est-ce que ça n'est pas forcément simultané ? Ben, je sais pas. Mais je sais pas si c'est forcément simultané, mais ça peut être aussi différentes façons de, tu vois, il y a une chose qui se passe, mais dans la chose, même si les choses sont simultanées, elles n'ont pas forcément le même nom, c'est pas forcément le même phénomène, tu vois. Oui, un point de vue différent. Même si elles sont simultanées, si tu dis simultanéité, ça veut dire déjà qu'il y a deux choses, tu vois. Simultanéité, ça veut dire deux choses. Donc ça peut être deux choses, même si c'est simultané. Ça dépend dans quel angle tu regardes les choses. Parce que les mots, c'est des conventions, tu vois. Moi, ce que fécondation d'un ovule me dit, c'est un spermatozoïde qui rencontre un ovule, tu vois. Alors que conception, c'est un être qui est conçu en entrant. Mais je sais pas. Moi, c'est comme ça que je comprends. Mais c'est bien de réfléchir. C'est intéressant. Hein ? C'est bien de débattre et de réfléchir et de continuer à réfléchir et de se poser des questions. C'est bien. C'est comme ça qu'on reste vivant. Au moins, hein ? Ouais. Ok, je vous propose de rester là. Et donc, s'il y a des questions, qu'on les écrive. Il y avait 2 questions. Qu'on peut les donner à Guichet-là. Demain, ça serait bien. Peut-être en disant aussi à Valérie que c'est des questions qui sont issues de cette session, si on veut. Hein ? Ouais. Oui, parce que sinon, quelquefois, il y a un amas de questions. Tiens, tu veux prendre le micro, s'il te plaît ? Ouais. À propos, oui. Alors, de ces deux, oui. Oui, ce dernier sujet sur la fécondation-conception. Oui. Ce que j'ai noté, c'est que donc Geshe-la elle a parlé de la convergence des 4 conditions ou éléments, c'est-à-dire l'union de l'esprit très subtil, le ventre subtil et l'essence. Il a parlé de l'essence des gouttes, de la goutte blanche, les 4, oui. Ouais. Et la goutte blanche, la goutte rouge. Donc il y a 4, c'est-à-dire cette convergence, l'union de l'esprit très subtil, le ventre subtil, l'essence qui devient le cœur. Ouais. Oui. Et alors ? La naissance. Oui. Oui. Je ne sais pas si ça a lieu avec la conception vraiment. Il faut bien que ça commence à un moment.
Eh oui. C'est-à-dire là, il dit que, voilà, il parle au moment du corps. Mais là, on est déjà à la 4e semaine. Hein. Je vous ferai remarquer. Enfin, là, ici dans le livre. Ouais. Oui, oui. Parce qu'il parle d'un noyau de la taille d'une graine de moutarde, composée de 4 facteurs. Hein. Et en fait, il a dit, oui, déjà, devient le cœur. Je ne sais plus où c'est. Ouais, ça, c'est à la 4e semaine. Parce qu'il est dit, la conscience de l'être intermédiaire en train de mourir établit le lien avec la nouvelle vie au sein de la semence et du sang. Hein. Maintenant, quand on parle de semence et de sang, on parle aussi de différentes choses. Ici, on parle des matières physiques. Hein. Après, quand on parle de gouttes rouges et de gouttes blanches, on parle d'autre chose. Hein. Donc, c'est différent. Donc, quand on parle du lieu de la naissance, hein, c'est dans ces gouttes physiques. Hein. Après, quand on parle de ce dont tu parles, ça c'est autre chose. Hein. On parle des gouttes subtiles, en fait, de l'essence des gouttes. Hein. Ça, c'est au niveau du corps subtil, quand on parle des gouttes blanches, des gouttes rouges. Hein. C'est plus la même chose. Tout à fait. C'est quelque chose de plus subtil. Il y a une relation, mais c'est quelque chose de plus subtil. Oui. Ouais. Il faudrait peut-être poser la question d'ailleurs. Mais bon, il faut arriver aussi à dire ça en tibétain. Ben, si tu veux le faire, si tu veux poser la question. Eh ben, tu peux poser la question. Ouais. C'est peut-être intéressant. Enfin, moi ce que ça me dit, c'est ça. Mais bon, ça serait bien peut-être de voir. Ouais. Ok, faisons la dédicace. Page 91. On va faire juste ces 2 vers, parce qu'on a déjà fait les prières avant. Grâce au mérite accumulé par ces actions vertueuses, puissais-je rapidement atteindre l'état de maître Bouddha et conduire tous les êtres vivants sans exception à cet état d'éveil. Puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Merci.